Salut Laetitia, salut Pierre. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors vous êtes tous les deux acteurs dans le dernier film de Gilles Perret, son premier long métrage de fiction. Ça s'appelle Reprise en main et ça sort demain. Ça raconte l'histoire de travailleurs et de travailleuses d'une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie qui tentent de battre sur leur propre terrain un fonds d'investissement en se faisant passer pour des financiers et racheter eux-mêmes leur usine. Comment est-ce que vous définiriez le film dans lequel vous jouez? Est-ce que c'est un film anthropologique, c'est un film de combat, c'est un film de classe, c'est un film d'espoir? C'est tout ça. C'est une comédie sociale avec des gens que Gilles connaît très bien parce que c'est son histoire aussi. Donc c'était important de voir qu'il maîtrisait son sujet, lui, et son scénario, avec Marion Richoux, sa compagne et co-scénariste. Et c'est un peu tout ce que vous avez dit, ce que tu as dit, pardon. Et puis, c'est surtout, ouais, c'est drôle, mais ça a un fond, je dirais. Ça peut peut-être faire penser à... Allez, ça peut faire penser un peu au film de Ken Loach dans l'idée que c'est sérieux et puis c'est aussi rigolo. Ouais. Ça donne de la pêche normalement aux gens. Sauf que Ken Loach, c'est toujours genre l'autoroute du désespoir. Et que... Ça dépend des moments. C'est pas vrai, il y en a qui s'en sortent. Par exemple, la fille dans It's a Free World. C'est vrai. C'est tout à fait juste. Oh, c'est pas toujours l'autoroute du désespoir. Bravo. Justement, Pierre, tu viens de dire c'est un monde que Gilles connaît très bien. Mais vous, quel lien vous entretenez avec le monde ouvrier? Enfin, vous êtes acteur et actrice et souvent on imagine que vous êtes très loin en fait de ces sujets ouvriers là. Mais peut-être que je me trompe. Ouais, ça dépend de notre passé, de notre famille. Moi, j'en suis ni proche ni loin, mais j'ai eu un grand-père qui a été ouvrier, j'ai eu un beau-père qui était ouvrier, qui faisait les 3-8. Donc, je connais un peu de loin. J'ai jamais été ouvrier, moi. J'ai travaillé, j'ai été caissier dans un grand supermarché. J'ai fait des choses comme ça, ou des métiers, on va dire, manuels. Mais c'est vrai que c'est le milieu du décolletage, puisque ça s'appelle comme ça, cette mécanique de haute précision. C'est un milieu très, très particulier, fascinant pour moi, dans lequel je me suis immergé plusieurs jours avant le tournage pour connaître ce métier, connaître les gens qui le faisaient. Et vraiment, j'ai adoré. Moi, effectivement, j'avais la sensation en 2017 d'en être loin. Et du coup, je suis partie militer dans le nord de la France, en fait, dans un parti. Et j'ai rencontré beaucoup d'ouvriers. C'était aussi une zone qui justement les fonds d'investissement avaient récupéré, avaient vidé, en fait. Beaucoup de chômage. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer ces gens et je sais pas si on est loin, on est humain, je sais pas comment dire, naturellement. Ils m'ont touché, on s'est revus. Enfin, on s'est touché, on s'est revus. Raconte pas tout, Laetitia. Non, voilà. Après, oui, effectivement, on est toujours loin de ce qu'on joue en tant qu'acteur. C'est ça qui est dans notre métier, c'est de nous rapprocher de choses qui sont loin, en fait. Et est-ce que vous diriez... Par contre, une directrice financière, je n'avais jamais rencontré de ma vie. C'est vrai. Oui, c'est vrai que toi, ton rôle c'est pas le monde ouvrier directement. Et ça, non, directrice financière, et ça, c'est quand même plus rare. Ça, par contre, c'est vrai que j'ai pas eu la chance d'en rencontrer. Et même actuellement, j'ai toujours pas rencontré de directrice financière. Attends, ça va peut-être venir. Mais j'espère. Et est-ce que vous diriez que pour faire un film comme celui-là, il faut nécessairement être de gauche? Oh non, je pense pas. Je pense pas qu'il faille être de gauche. Je pense que c'est important de se sentir solidaire des idées de ces gens-là parce qu'elles sont historiquement de gauche. Le progrès social, les avancées sociales, c'est toujours de la gauche qu'elles viennent en termes d'idées. Après, des fois, c'est la droite qui fait une idée de la gauche qui fait une idée de la droite. On voit bien quand même qu'il y a des ponts parfois. Mais idéologiquement, je pense que c'est important encore le côté droite et gauche, l'idéologie. Mais j'ai eu l'impression que ce soit de droite ou de gauche, les gouvernements qui succèdent, c'est plutôt pas trop, ils ont pas trop les mains libres, j'ai l'impression. Donc là, on essaie de dire que c'est les gens eux-mêmes qui ont les mains libres et qui se sortent de tout ça avec leurs propres solutions. Voilà, c'est comme ça que je le verrais. Mais c'est vrai que c'est un film qui vante des choses qui sont plutôt attitrées à la gauche parce qu'il y a une question de respect de l'ouvrier, de respect de l'entreprise et de progrès social. Oui, c'est une définition en fait assez de base en fait du marxisme qui est la réappropriation de l'outil de production. Et c'est de ça dont vous faites la démonstration dans votre film. C'est à ça que je réfléchissais. Je me disais si par exemple moi, je sais pas, j'avais des millions
d'euros et que ils étaient dans des fonds d'investissement, je sais pas si j'aurais pu faire ce film, parce que c'est vraiment contre les fonds d'investissement, enfin, ou alors bien les utiliser, je sais pas. Donc, est-ce que c'est de gauche ou de droite? De toute façon, moi j'ai toujours l'impression, parce que c'est vrai que je suis de gauche, donc j'ai toujours l'impression que être humaniste, c'est être de gauche, mais peut-être que les gens de droite, je les connais pas assez. Enfin, après, ça peut être des clichés, mais en tout cas, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir les fonds d'investissement faut pas les admirer beaucoup pour faire ce film, sinon on ne peut pas faire ce film. Il y a un truc qui m'a un peu gêné politiquement dans le film, c'est qu'en gros, il est sous-entendu qu'on peut battre le capitalisme le plus débridé, celui en l'occurrence des fonds d'investissement, sur son propre terrain de jeu. Est-ce que vous y croyez? Moi, je pense que, en tout cas, cette entreprise de cette taille-là, dans cette histoire-là et tout, si on veut ne pas se faire reprendre par un fonds d'investissement et perdre la main sur l'outil de travail et sur l'humain, on est obligé de jouer dans cette cour-là. Il n'y a pas de magie. Ou alors, il faut appeler un copain qui a 45 millions à mettre dans une entreprise et qui trouve que c'est génial de risquer de les perdre, parce que oui, une entreprise, on peut perdre de l'argent dedans. Pas ces entreprises-là, parce qu'en l'occurrence, elles se portent très bien. Donc je me dis, certes, c'est un peu immoral, mais c'est pas qu'ils ils utilisent l'arme de l'ennemi pour la retourner contre eux. Et je pense pas qu'ils deviennent à leur tour des capitalistes. C'est-à-dire qu'eux, ils ont dans la tête de se dire, on fait ça, et puis on montre que ça marche bien, et on investit dans les machines, et après, nous, on se transforme en scope. C'est ça l'idée. C'est de pouvoir reprendre la main sur l'entreprise pour après avoir vraiment 100% de la possession de cette entreprise. Après, ça pose la question de est-ce que c'est plausible ou pas. Je sais pas, enfin, c'est plutôt ça que je... Ah, ça, j'en sais rien. En tout cas, je trouve que leur atout, c'est que tout le monde se connaît. Donc, l'ouvrier est copain, puisqu'il était à l'école avec le petit banquier, avec plein de gens qui ont des renseignements différents et qui peuvent décider de se mettre ensemble. Ça, c'est le propre des petites villes. Micro-société. Ouais. Et peut-être ça, c'est un atout qui ferait qu'on peut mettre ses connaissances ensemble, que dans des grandes villes, on peut même pas imaginer que ce soit possible. Mais je suis pas assez calée, moi, pour savoir si c'est plausible ou pas. J'espère que c'est plausible et j'espère que ça va créer des vocations. Bah, c'est pour ça que je parlais d'espoir dans l'introduction. Il y a une autre arme que vous utilisez, en fait, de facto, c'est celle du cinéma. Sex appeal, ouais. Sex appeal. Le sex appeal. C'est important, le sex appeal. Non, mais c'est vrai, genre, vous êtes des acteurs. La séduction, peut-être. Non, mais la séduction et votre séduction, à titre personnel. Moi, c'est une question que je me suis posée en regardant le film. Je me suis dit, pourquoi vous, en fait? Vous êtes des acteurs connus et reconnus, ou relativement connus et complètement reconnu, on va dire. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi, je sais pas, des acteurs genre complètement inconnus, comme on a l'habitude de les voir dans ces documentaires? Alors, c'est pas des acteurs. Moi, j'ai la réponse. Enfin, j'ai ma réponse. Je pense qu'un film, ça coûte très cher. Un film de fiction, encore plus, parce que, comme disait Gilles, là, c'était pas avec sa petite caméra, avec François Ruffin dans une bagnole pourrie. Là, il y a 50 personnes qui travaillent. Il y a des gens qui croient en vous, qui mettent des sous. Et c'est vrai que, comme une entreprise, on attend de faire des profit de cette chose qu'on crée. Parce que si on ne le montre pas, si personne ne le voit, on n'en fait pas d'autres de films. La culture, c'est aussi une industrie. D'ailleurs, c'est une des plus grosses industries de la France. Ça représente une grosse partie du PIB. Moi, je trouve ça super que la culture représente un outil d'entreprise, entre parenthèses. Donc Gilles, oui, il est obligé enfin pas obligé, il est encouragé à embaucher des gens qui vont porter le film aussi avec leur parcours d'avant. Il y a des gens qui aiment bien aller au cinéma pour revoir des gens qu'ils aiment bien voir. Voilà, c'est tout ça. Mais il n'a pas pris non plus, pardon, je les adore, mais Marion Cotillard et Jean Dujardin, je sais pas, je dis n'importe quoi. Voilà, il a pris des gens qui sont là où ils sont, ça va quoi. Dans la filmographie, dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on dégage, je pense que ça lui convenait. Mais oui, il aurait pu prendre des vrais décolleteurs et des vrais directeurs ou directrices financiers qui auraient fait les acteurs. Mais ça aurait été plus un documentaire. Alors, mais justement, sur cette question du cinéma, à la fois en tant qu'industrie et en tant qu'arme, on va dire, culturelle, aujourd'hui, on sait que, par exemple, les salles ont du mal à se remplir, en gros, en comparaison avec les plateformes qui vont très bien, elles commencent un peu à se poser des questions, en fait, sur le modèle économique de création des œuvres cinématographiques. Est-ce que ça vous inquiète, vous, l'état aujourd'hui de l'écosystème et de l'économie du cinéma, ou est-ce que vous dites, peu importe, c'est en train d'évoluer, peu importe si je joue dans une série Netflix ou si je joue dans une œuvre cinématographique qui est faite pour passer en salle? C'est vrai que, par exemple, moi, le cinéma m'a éduquée. Donc, je crois au cinéma parce qu'il n'y avait pas les plateformes et tout ça.
Après, ce que je vois, c'est que effectivement, donc ça m'inquiète pour vous répondre. Effectivement, le modèle économique, il faut peut-être y réfléchir. C'est vrai qu'on ramène moins d'argent qu'avant. C'est vrai que les acteurs sont toujours très 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 bien payés, souvent par rapport au reste de l'équipe. Ça, c'est des choses qui sont comme ça, même dans des films de gauche. Et voilà. Mais toi, par exemple, En fait, si tu veux, moi, ce qui m'inquiète surtout, enfin, ma question, c'est même pas qu'est-ce qui va se passer, c'est comment est-ce qu'on fait revenir les gens, avec quel film. Là, il y a des films qu'on pensait pas qui ont marché. Par exemple, La Nuit du 12 qui a fait 400 000 entrées. Donc, c'est plutôt remettre de la surprise et du nouveau dans les fictions, et pas forcément avec des acteurs connus d'ailleurs. tu vois, par exemple, si on te Je disait suis pas du demain. côté de l'inquiétude, je suis du côté de la création. Je sais pas comment dire. Mais toi, pour toi, c'est équivalent de jouer, par exemple, dans un film qui est destiné à être diffusé sur Netflix ou dans une salle de cinéma, où tu fais une différence Ça m'est jamais fondamentale. arrivé. Ouais, mais si ça t'arrivait. Ouais, mais tu vois, si ça m'est pas arrivé, c'est quand même que ça m'est pas arrivé. Dans le sens, c'est que peut-être que j'ai eu quand même des propositions et que je les ai pas fait. C'est que naturellement, j'ai envie de faire du cinéma et après, je suis peut-être un peu vieux jeu. Moi, je me souviens, j'ai tourné dans un film qui s'appelle Madame Claude de Sylvie Véred, qui était destiné oui, à la c'est salle vrai. et qui, en plein confinement et en plein Covid, a fini par être directement acheté par Netflix parce que le film avait trop peu de chances de faire assez d'entrées en salle à ce moment-là pour être même pas rentable, juste rembourser au maximum ce qu'il avait dépensé. Donc, alors moi, c'est vrai que je vais avoir un double discours, mais je suis sincère. Je suis à la fois friand des salles de cinéma et des plateformes. Voilà, je regarde des séries, je regarde des films sur une grande télé certes, mais sur une télé, et ça me plaît aussi. Donc je l'assume. Je veux pas dire que le cinéma est mort. J'ai pas envie qu'il soit mort. J'ai envie de continuer à faire des films qui se voient en salle, parce que je crois qu'il y a des films vraiment où c'est important de les voir ensemble. Mais il y a aussi une conjoncture qui fait que les gens, bah, voilà, s'ils choisissent de mettre 10 balles par mois dans une plateforme où il y aura plein de choses, ou 10 balles par film pour aller voir un film de temps en temps, bah voilà, c'est vrai qu'il y a une question économique aussi qui se pose par rapport au cinéma. Cela dit, en France, le cinéma est très peu cher comparé à plein d'autres pays. Donc en fait, l'argument du prix, moi je pense qu'il y a aussi, pour les gens qui ont assez d'argent pour un petit peu de culture, une question de choix. Merci à tous les deux. Merci à toi.